Ce n'était pas seulement un testament, mais un document d'une complexité inhabituelle, rédigé des décennies plus tôt, décrivant non seulement le partage des biens, mais aussi un réseau complexe de conditions et d'obligations. L'avocat, Maître Dubois, un homme à l'expression grave et à la voix monocorde, déplia les parchemins jaunis, ses lunettes glissant sur son nez tandis qu'il commençait sa lecture. Moi, Étienne Dubois, vigneron de Saint-Romain, héritier des terres et du savoir de mes ancêtres, déclare par ce testament qu'en vertu d'un pacte conclu dans des circonstances extrêmes, la pleine propriété de mes vignes, de ma cave et de ma demeure, ainsi que l'intégralité de mon patrimoine, seront transférées à Céleste Moreau, à la condition expresse qu'elle perpétue la tradition du domaine, le cœur caché, et honore le nom de ma famille par la perpétuation des méthodes ancestrales de culture et de production. Un murmure étouffé parcourut la pièce. Les quelques personnes présentes, la gouvernante, le contremaître et un voisin curieusement présent, échangèrent des regards incrédules et choqués. Le pacte, le cœur pris, Céleste, les yeux humides de chagrin et d'épuisement, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle savait qu'Étienne lui avait promis de l'instruire, mais l'étendue de son héritage, cela dépassait de loin l'imaginable. L'expression de M. Dubois, levant les yeux par-dessus ses lunettes, ne trahissait aucune surprise, seulement la froideur formelle de son bureau. Dans les jours qui suivirent le départ d'Étienne, la Bourgogne non seulement pleura la perte de l'un de ses vignerons les plus respectés, mais bouillonna aussi d'indignation et de rumeurs. Le accord sincère s'était transformé, dans l'esprit de la communauté, en un complot diabolique. Céleste, autrefois figure énigmatique, était désormais ouvertement méprisée. Les regards devinrent des poignards, des murmures, des cris voilés. Une orpheline sans toit, et maintenant la dame des vignes d'Étienne? C'est un scandale, commenta Madame Dubois, l'épouse de l'avocat, et cousine éloignée d'Étienne, à la boulangerie du coin, les yeux rivés sur la jeune femme qui passait précipitamment, enveloppée dans un châle sombre, le visage pâle. Elle l'a certainement trompé. Un homme âgé, fragile, facile à manipuler. Céleste ressentait le poids de chaque jugement. L'air des vignes, autrefois son refuge, lui semblait désormais léger et oppressant. Elle marchait entre les rangs de pinot noir, les feuilles bruissant au vent, mais le bruit était étouffé par l'écho des accusations. Les mains d'Étienne, qui l'avaient autrefois guidée dans la taille, étaient maintenant froides et inertes, et elle ressentait l'écrasante responsabilité d'un héritage qui ressemblait davantage à une condamnation. Le domaine viticole, le cœur caché, était un nom qu'Étienne n'utilisait qu'en de rares occasions, pour une cuvée spéciale de vin de garde, jamais pour le domaine principal. Le testament mentionnait un pacte conclu une fois dans des circonstances extrêmes, mais ne donnait aucun détail. Cherchant à comprendre, Céleste fouilla la vieille bibliothèque d'Étienne, ses doigts parcourant les dos poussiéreux, espérant trouver un indice. Elle se sentait perdue, une imposteuse. À chaque verre de vin qu'elle dégustait, à la recherche de l'âme décrite par Étienne, elle ressentait l'amertume des préjugés. Le véritable héritage d'une personne peut-il être si facilement terni par le jugement d'autrui? Que feriez-vous pour prouver la vérité dans un monde qui privilégie les ragots? Les jours se transformèrent en semaines. Les collines bourguignonnes, autrefois accueillantes, semblaient désormais la regarder avec suspicion. Les vignerons, autrefois fidèles à Étienne, la traitaient désormais avec un mélange de respect forcé et de ressentiment à peine dissimulé. Personne ne l'aidait avec le même enthousiasme. Le contremaître, un homme corpulent nommé Jean-Luc, qui travaillait avec Étienne depuis 40 ans, était le plus distant. Son regard, autrefois empli d'une affection paternelle pour Céleste, était désormais teinté de déception. Céleste trouva un vieux journal relié en cuir parmi les affaires d'Étienne. Ce n'était pas un journal intime, mais un compte-rendu méticuleux des récoltes, de la météo et des particularités de chaque parcelle. Sur l'une des dernières pages de l'écriture déjà tremblante d'Étienne figurait une note. Céleste, la clé du cœur caché ne réside pas dans la terre, mais dans la mémoire. Cherchez le vignoble de la promesse. Aucun autre indice, juste cette phrase énigmatique, résonnant dans son esprit alors qu'elle affrontait la solitude de ce nouveau fardeau indésirable. La tension montait, non seulement au sein de la communauté, mais aussi en elle, entre la douleur de la perte et l'urgence de percer le secret qu'Étienne avait laissé derrière lui.
La Bourgogne, avec ses vignobles silencieux et ses secrets cachés, semblait attendre le prochain acte de ce drame doux amer. La quête de Céleste pour le vignoble de la promesse fut solitaire et épuisante. Elle passait ses matinées à arpenter les parcelles, à étudier les vieilles cartes qu'Étienne avait conservées, les lignes effacées et les noms de parcelles qui ne lui disaient rien. Le soleil d'automne, autrefois doré et accueillant, semblait désormais pâle, et le vent qui soufflait dans les vignes portait de froids murmures de désapprobation. L'odeur de terre humide et de feuilles sèches, autrefois réconfortante, se mêlait désormais à l'odeur de moisie des vieux livres et à la poussière accumulée dans la cave, symbole d'un héritage trop lourd. Jean-Luc, le contremaître, gardait une distance professionnelle, presque glaciale. Un jour, Céleste s'approcha de lui alors qu'il inspectait les vignes de pinot noir, ses grandes mains calleuses tâtant les grappes. « Jean-Luc, te souviens-tu qu'Étienne ait mentionné un vignoble de promesse, où le cœur caché, comme lieu physique, et pas seulement le nom du domaine ?» Le contremaître se redressa, l'ombre de son chapeau cachant ses yeux. Monsieur Étienne avait ses particularités, mademoiselle Céleste. Il parlait avec affection de nombreux vignobles. Mais, de la promesse, je ne me souviens plus. Et le cœur caché était toujours le domaine, le vin d'exception. Jamais un lieu précis. Sa voix était neutre, mais il évitait son regard avec une telle force. Céleste ressentit une pointe de méfiance. Jean-Luc, qui lui avait appris ses premiers pas dans la vigne, la voyait désormais comme une étrangère, peut-être une usurpatrice. L'atmosphère dans le petit village de Saint-Romain devint insupportable. Un matin de marché, tandis que Céleste essayait de vendre quelques bouteilles du vin d'Étienne, le stock spécial qu'il lui avait appris à gérer, Madame Dubois, l'épouse de l'avocat et cousine d'Étienne, se tenait à quelques mètres de son étal, discutant bruyamment avec d'autres femmes. « C'est un scandale. Le pauvre Étienne est à peine calmé que la jeune fille vend déjà son vin. Aucun respect, aucun deuil. Quel affront à sa mémoire. » Les regards se tournèrent vers Céleste, lourds de jugement. Ceux qui s'étaient arrêtés pour déguster le vin se détournèrent, le visage sombre. Le fruité du pinot noir, qui avait autrefois symbolisé la passion d'Étienne, avait maintenant un goût vinaigré dans la bouche de Céleste, un rappel amer de sa réputation ternie. Elle sentit une rougeur lui monter au visage, non pas de honte, mais de colère contenue et d'une profonde tristesse. La voix de Madame Dubois résonna comme le grincement d'un vieux portail, faisant écho aux préjugés de la communauté. Céleste ramassa les bouteilles, la défaite visible sur ses épaules. L'argent était vital pour l'entretien du domaine, mais à chaque tentative, elle se heurtait au mur invisible du jugement implacable. Imaginez-vous à la place de Céleste, accablée par un héritage et la condamnation d'un village. Persisteriez-vous ou renonceriez-vous à la vérité? Ce soir-là, de retour dans la paisible maison d'Étienne, Céleste alluma les bougies de la bibliothèque. La phrase du journal « La clé du cœur caché n'est pas dans la terre, mais dans la mémoire » résonna dans son esprit. Elle fouilla dans les tiroirs du bureau d'Étienne, humant la texture rugueuse du vieux bois, l'odeur du papier vieilli et de la cire d'abeille. Elle trouva de vieilles lettres, des photos décolorées de visages inconnus, et enfin un petit album caché sous une pile de cartes topographiques. L'album était rempli de vieux reportages, principalement sur la Seconde Guerre mondiale et la résistance française en Bourgogne. Parmi les articles sur les pénuries alimentaires et l'occupation, on trouvait un reportage local datant de 1944. La photo montrait un groupe de jeunes hommes, dont l'un ressemblait étrangement au jeune Étienne, mais avec un regard plus sévère. Le titre disait « Des jeunes de Saint-Romain sauvent une famille juive des persécutions nazies ». Le texte décrivait comment un groupe d'agriculteurs locaux, dont le jeune Étienne et un couple de vignerons, les Moreau, le nom de Céleste, avaient caché une famille juive dans un tunnel secret sous un vignoble abandonné pendant des mois. Le pacte, une fois scellé dans des circonstances extrêmes, commençait à prendre forme. Un passage mentionnait qu'en échange de la promesse que leurs enfants seraient pris en charge en cas de problème, la famille Moreau avait confié un secret au jeune Étienne, l'emplacement exact d'un petit vignoble ancestral, connu d'eux seuls, qu'ils appelaient le cœur caché, un lieu de refuge et d'espoir, à cultiver seulement lorsque la paix serait revenue.
Céleste ressentit un frisson. Ce n'était pas le domaine principal, mais un vignoble secret. Et les Moreau étaient sa famille. La dernière pièce du puzzle, la mention du vignoble de la promesse, manquait encore, mais le brouillard de l'ignorance commençait à se dissiper. La vérité, plus profonde et douloureuse qu'elle ne l'avait imaginée, se révélait non pas comme un coup de chance, mais comme la lente maturation d'un vin oublié, attendant le bon moment pour être découvert. À chaque nouvelle découverte, le poids des responsabilités augmentait, mais la solitude cédait peu à peu la place à une détermination brûlante. Elle devait retrouver ce vignoble. La phrase « La clé du cœur caché n'est pas dans la terre mais dans la mémoire » prit une résonance nouvelle et poignante pour Céleste. Elle relut l'article, les mains légèrement tremblantes, puis retourna au journal d'Étienne. Cette mémoire ne concernait pas seulement un passé lointain, mais l'histoire même qu'Étienne avait conservée. Ses ancêtres, les Moreau, lui avaient confié un secret, un lieu. Le vignoble de la promesse devait être ce lieu, caché à la vue de tous, héritage silencieux de courage et de sacrifice. Les jours suivants furent un tourbillon de recherches et de marches incessantes. Céleste revisita chaque recoin de la propriété d'Étienne, non pas avec le regard d'une apprentie, mais avec celui d'une détective. Elle huma l'humide terre après la pluie, le doux parfum des feuilles de vigne en décomposition, l'air vif annonçant l'hiver. Chaque arbre, chaque rocher, chaque courbe du terrain fut scruté, mais la communauté ne lui laissa aucun répit. Un après-midi froid, alors que Céleste essayait de ranger les étagères poussiéreuses de la cave à vin, le contremaître Jean-Luc entra, le visage sombre. « Mademoiselle Céleste, il faut inspecter les fûts de chêne. On n'a pas le temps pour vos divagations. Le vin attend. » Sa voix, bien que polie, portait un ton de reproche, une froideur que Céleste n'avait jamais éprouvée chez lui. Il la voyait comme une diversion, une imposture. « Je cherche quelque chose d'essentiel pour le domaine, Jean-Luc, » répondit-elle d'une voix ferme malgré la douleur. Quelque chose qu'Étienne considérait comme important. Il haussa simplement les épaules, se retourna et partit, laissant l'écho pesant de ses pas dans l'obscurité de la cave. Ce bruit rappelait constamment l'isolement de Céleste. Chaque jour, elle ressentait le poids du jugement, la raréfaction de l'air dans sa propre maison. La pression sociale s'intensifia. Céleste tenta d'embaucher de l'aide pour la taille d'hiver, mais les ouvriers locaux, qui avaient autrefois servi Étienne avec fidélité, refusèrent désormais, prétextant des engagements ou ignorant tout simplement ses demandes. Elle surprit des bribes de conversation dans la rue. Elle ruine le domaine. Qu'est-ce qu'elle connaît au vin? Madame Dubois, le visage renfrogné et le regard toujours attentif, cracha son venin à la moindre occasion. Elle est plus intéressée par la découverte de secrets que par les vendanges, hurla le cousin d'Étienne sur la place du village, devant un petit groupe d'auditeurs choqués. Le pauvre Étienne doit se retourner dans sa tombe. Céleste, passant non loin de là, sentit le regard de tous braqué sur elle, la honte mêlée de colère. Elle pinça les lèvres, refusant de baisser la tête. À chaque insulte, sa détermination à découvrir la vérité se renforçait. De retour à la bibliothèque, Céleste était assise dans le fauteuil en cuir d'Étienne, l'odeur du tabac froid et des vieux livres l'enveloppant comme une étreinte fantomatique. L'album était ouvert sur ses genoux, le rapport sur les Moreau. Elle caressa la photo des jeunes agriculteurs, dont un Étienne si différent de celui qu'elle avait connu. La phrase « La clé du cœur caché n'est pas dans la terre, mais dans la mémoire » résonna. La mémoire, pas seulement la sienne, mais celle d'Étienne et des Moreau. Elle feuilleta à nouveau les pages de l'album, plus lentement cette fois, attentive à chaque détail, à chaque pli. Entre la coupure de journal et la page suivante, quelque chose était coincé. Un morceau de papier froissé, fin et jauni, comme arraché à un cahier d'enfant. Elle le déplia soigneusement. C'était un dessin au crayon, délavé par le temps, mais encore reconnaissable. Un arbre ancien et robuste, au tronc tordu et aux branches s'étendant comme des bras, dominait le centre. À côté, un petit bâtiment en pierre, presque caché, et dans le coin inférieur, d'une écriture enfantine et incertaine, les mots « Mon vignoble de promesse ». Céleste sentit son cœur s'emballer. L'arbre. Elle connaissait cet arbre. C'était un chêne centenaire, le plus vieux de la propriété, situé sur une parcelle isolée, presque oubliée, en bordure du vignoble principal.
un endroit qu'elle n'avait visité qu'une seule fois, lors de ses premières promenades avec Étienne, et qu'il avait appelé le vieux chêne de l'oubli. La petite bâtisse de pierre n'était plus qu'une ruine, une sorte d'abri ancien auquel elle n'avait jamais vraiment pensé. Le souvenir n'était pas un souvenir perdu, mais un objet physique qui réveillait une mémoire visuelle, une carte cachée dans l'innocence d'un enfant. Le vignoble de la promesse n'était pas un nom choisi au hasard, mais la marque d'espoir laissée par un enfant Moreau, peut-être l'un de leurs ancêtres, qui s'y était réfugié. C'était le cœur caché, le sang des Moreau, leur histoire familiale, le sacrifice d'Étienne, tout était entrelacé dans ce morceau de papier. Céleste regarda le dessin, puis par la fenêtre, où le soleil d'hiver colorait les collines de teintes froides. Elle ressentit une vague d'émotions mêlant tristesse, gratitude et détermination farouche. La vérité était là, attendant d'être exhumée. Mais comment la présenter à un village qui avait déjà rendu son verdict? Elle en avait la clé, mais la serrure était rouillée par les préjugés. La vérité, aussi évidente soit-elle, peut être ignorée par ceux qui refusent de la voir. Céleste a un indice crucial, mais Burgundy la condamne quand même. Que feriez-vous pour briser le mur du jugement? Le lendemain matin, avant même que le soleil n'ait effleuré le ciel bourguignon, Céleste enfila ses bottes les plus robustes et un lourd manteau. L'air frais lui piquait la peau, et l'odeur de la rosée mêlée à la terre gelée emplissait ses poumons. Le dessin froissé dans sa poche, elle se dirigea vers le chêne centenaire, le cœur battant d'un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle savait que ce qu'elle y trouverait changerait tout, non seulement pour elle, mais aussi pour la mémoire d'Étienne et pour la Bourgogne elle-même. Le chemin était jonché de feuilles mortes, et chaque pas était un murmure dans le silence matinal. Une brume s'étendait sur les vignes endormies, tel un voile sur les secrets qui allaient être révélés. Céleste atteignit le chêne centenaire. Ses racines tortueuses s'agrippaient à la terre. Il en fit le tour, cherchant la structure de pierre représentée sur le dessin. Caché par le lierre, il découvrit une entrée basse, à moitié enterrée. D'une main tremblante, il en retira les débris. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et d'histoire oubliée. En élargissant l'ouverture, il aperçut un passage sombre et étroit, le tunnel de l'article de journal. À l'intérieur, l'air était froid et immobile. Le faisceau de sa lampe de poche révélait des étagères creusées dans la roche, contenant d'anciennes bouteilles. Non pas du vin, mais de petits objets personnels. Un jouet d'enfant, un médaillon en argent, une broderie aux initiales MM, Moreau. Et au bout du passage, un minuscule lopin de terre fertile, où une seule vigne s'étendait vers un mince rayon de lumière. C'était le cœur caché, le vignoble de la promesse. Un symbole de survie, un pacte conclu dans les temps les plus sombres, destiné à être cultivé seulement lorsque la paix serait revenue. Étienne l'avait gardé secret, un dépôt sacré. Juste à ce moment, une voix retentit. « Céleste, que fais-tu ici ?» C'était Jean-Luc. Il l'avait suivi. Céleste émergea, le visage sale mais les yeux brillants. « Viens, Jean-Luc, tu dois voir ça. » Hésitant, il la suivit. En voyant les trésors cachés et la vigne solitaire, son expression endurcie s'adoucit. Il se souvint de fragments d'histoires de guerre qu'il considérait comme des contes. Maintenant, les pièces du puzzle se mettaient en place. La froideur de son regard se transforma en une profonde compréhension et un profond remords. Quelques jours plus tard, Céleste rassembla les villageois dans la cave principale. Monsieur Dubois se tenait à ses côtés. Céleste, tenant l'album et le dessin d'enfant, raconta l'histoire, expliquant le sacrifice de la famille Moreau et la promesse d'Étienne. Il parla du tunnel caché, des artefacts et enfin du vignoble de la promesse. Le cœur caché, non pas un lieu de grande production, mais un sanctuaire, symbole d'espoir et de gratitude. Jean-Luc, parmi les villageois, hocha lentement la tête, son regard croisant celui de Céleste en une excuse silencieuse. Madame Dubois pâlit tandis que la vérité éclatait, indéniable et déchirante. Les murmures dans la cave étaient différents, à présent, admiration et honte. L'air, auparavant chargé de jugement, s'éclaircit. Céleste, avec dignité, expliqua son engagement envers l'héritage d'Étienne, non par intérêt personnel, mais pour honorer un devoir sacré qui avait uni leur famille de génération en génération. Ainsi, la Bourgogne, qui avait si vite condamné,
se retrouva confrontée aux profondeurs de la loyauté et du sacrifice humain. Céleste n'hérita pas seulement de Vignoble. Elle hérita d'une histoire, un témoignage de courage qui allait redéfinir le sens de l'héritage. Son parcours, des stigmates à la dignité retrouvée, révéla sa véritable nature de gardienne de la vérité. L'issue apporta une paix paisible au village, une réconciliation non seulement avec Céleste, mais aussi avec la mémoire d'Étienne. La leçon était subtile. Un jugement hâtif peut obscurcir les intentions les plus nobles, et la véritable richesse d'une vie se cache dans les histoires que nous choisissons d'honorer. Le domaine, autrefois théâtre de commérages, était désormais un sanctuaire de mémoire et un nouveau départ. Au final, Céleste se retrouva non seulement en nouvelle viticultrice, mais aussi en conteuse de la Bourgogne, gardienne d'un cœur caché qui palpitait de la promesse d'un avenir ancré au plus profond de l'humanité. Cette histoire de loyauté et de secrets cachés vous a-t-elle touché? Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez pour protéger un héritage aussi précieux. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui remettent en question le jugement et célèbrent la vérité.